L'espace est magnifique. Qui ne s'est jamais senti tout petit en regardant vers le ciel, en se demandant quel sens il y avait à ce qu'on soit sur ce petit caillou perdu dans l'infini, et surtout ce que cet infini pouvait cacher. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des observatoires, des télescopes géants, un laboratoire en orbite, mais au début du siècle dernier, toute cette science n'était que science-fiction. Et bien qu'on pouvait déjà observer pas mal de choses depuis la Terre, eh bien il faut attendre la nuit, espérer qu'il n'y ait pas de nuages, trop de pollution lumineuse ou 1000 autres contraintes. Donc les rêveurs de l'époque qui se posaient 10 000 questions adoreraient explorer l'espace en y envoyant des choses, et pour ça, ils ont besoin de fusées. Et on maîtrise depuis des siècles le principe de mettre le feu à un combustible pour lancer une charge à une vitesse inouïe, sauf qu'on avait plutôt pour habitude de le pointer vers d'autres humains plutôt que vers le ciel. Et donc alors même qu'un scientifique américain a réussi à fabriquer la première fusée à atteindre l'espace, personne n'avait envie de dépenser de l'argent pour aller prendre des images un peu moins floues des environs. Par contre, faire décoller des gros missiles qui allaient s'écraser sur des villes ennemies, ça, oui. Et sur ce point, les nazis avaient un peu d'avance. Ils ont été les premiers à développer et utiliser des missiles balistiques à longue portée. Donc, lorsque l'Allemagne nazie capitule, les États-Unis et l'URSS récupèrent la technologie pour lancer des missiles surpuissants. C'est le début du scénario de toute la guerre froide, mais comme aucun des deux ne peut prendre le risque d'attaquer en premier, le match de la domination technologique se jouera dans l'espace. Les soviets sont les premiers à envoyer un satellite dans l'espace, le premier humain dans l'espace, les premiers à faire atterrir une sonde sur la Lune. Ils sont à chaque nouvelle première talonnés par les USA, mais les Américains franchiront la ligne d'arrivée symbolique en premier. La mission Apollo 11 emmènera les premiers humains sur la Lune. Et ce qui nous intéresse particulièrement dans cette photo historique, c'est cette petite antenne. Parce que cette antenne, elle a été développée par Motorola. Motorola. Un nom aujourd'hui relégué au second rang dans la tech, presque oublié, mais au siècle dernier, Motorola inspirait le respect et l'admiration. Leader dans les communications radio et dans l'électronique de pointe, inventeur du premier téléphone portable et sous-traitant réputé pour l'armée américaine et la NASA. Quand Neil Armstrong prononce son fameux il le fait dans un microphone Motorola qui le transmet sur Terre via des émetteurs-récepteurs Motorola. Et Motorola a bien profité de la course à l'espace. Les nombreux marchés publics du département de la défense américain lui assuraient d'énormes rentrées d'argent et leur offraient l'opportunité d'expérimenter sur des équipements de communication de pointe qui sont censés résister aux dures conditions du voyage spatial. Mais après Apollo 11 et la victoire symbolique des USA face aux Soviets, le gouvernement américain va graduellement réduire les budgets attribués à l'exploration spatiale. Et les marchés publics qui étaient si lucratifs pour Motorola vont petit à petit disparaître. Motorola va donc créer une unité spéciale dédiée à ce qui est probablement le meilleur travail du monde pour un ingénieur, trouver des idées. Pas n'importe quelle idée, le genre d'idée qui révolutionne le monde et place votre nom dans l'histoire à tout jamais, tout en générant assez d'argent pour remplacer les chiffres d'affaires que Motorola allait bientôt perdre. Rencontrons nos visionnaires si vous voulez bien. Ken Peterson. Il a grandi sur une ferme dans les plaines dorées de l'Iowa jusqu'à ce que son amour pour les maths lui fasse quitter la campagne pour les bancs de l'université pour atterrir ensuite chez Motorola. Barry Bertiger. Une moustache imposante et un master en électrophysique, il avait claqué la porte des légendaires laboratoires Bell, l'inventeur du téléphone, parce qu'ils s'ennuyaient trop à faire de la théorie. Lui préférait construire des trucs. Ray Leopold, c'est le seul des trois à ne pas déjà être employé chez Motorola. D'ailleurs, il n'avait pas spécialement prévu de les rejoindre. Tout juste retraité de l'US Air Force, il était sur le point d'accepter le poste de président d'une prestigieuse école dans le Dakota du Sud, mais Motorola lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Les trois lascars s'entendent très bien et se mettent au travail. Objectif, trouver des pistes innovantes et révolutionnaires pour Motorola. Après des mois de longues discussions et de réflexions acharnées, ils obtiennent rien. Rien de concret qui pouvait vraiment faire les affaires de Motorola. Bon, pas grave, tout le monde se serre la main et part en vacances pour se changer les idées. Et au retour des vacances, Bertiger est surexcité. Il tient leur idée en or. Il leur raconte que pour les vacances, lui et sa femme sont allés aux Bahamas sur une petite île du nom de Green Turtle Cay. C'est le cliché de l'île paradisiaque aux plages de sable fin et aux eaux turquoises dignes d'un fond d'écran Windows. 450 habitants permanents, pas d'aéroport, bref, la destination parfaite pour déconnecter.
Sauf que Karen, la femme de Barry, est agent immobilier et un de ses deals a pris du retard. Donc, elle se retrouve malheureusement à devoir travailler depuis l'île paradisiaque. Et forcément, la couverture réseau est juste terrible. Les appels coupent tout le temps et quand ça ne coupe pas, le son est tout simplement indéchiffrable. Alors, à un moment, excédé, il se retourne vers son mari et lui dit « Mais tu bosses bien chez Motorola. Vous êtes capable de fabriquer des trucs qui parlent avec des vaisseaux dans l'espace, mais personne n'est fichu de faire un téléphone qui ne coupe pas sur Terre. » Peterson et Leopold ne comprennent pas. Où est ton idée révolutionnaire ? Il manque un truc là. Et donc Bertiker reprend. C'est impossible d'avoir une couverture réseau parfaite sur Terre parce que il faut construire des antennes et tout un tas d'infrastructures tous les quelques kilomètres. C'est pas pratique et surtout c'est hors de prix. Qui voudrait payer pour installer et maintenir des antennes au fin fond du désert ou au milieu du Pacifique ? Et si on mettait les antennes dans le ciel ? Si nos antennes étaient sur des satellites et que, à n'importe quel moment où que l'on soit sur Terre, un satellite se balade pas trop loin au-dessus de nos têtes, nos téléphones pourraient marcher sur la Terre entière. C'est peut-être la seule fois où un collègue qui raconte ses vacances à côté de la machine à café a changé le cours de l'histoire. Et quel changement! Ils se mettent tout de suite au travail et, avant de décider par rapport aux satellites, ils ont d'abord pensé à des montgolfières, qu'ils ont finalement abandonné à cause des courants d'air imprévisibles, et comme les considérations écologiques étaient un peu moins présentes en 88, ils ont pendant un court instant pensé à faire voler des avions 24 heures sur 24 partout autour du globe, avant de se rendre compte que traverser les espaces aériens de différents pays avec de gigantesques antennes pourrait en froisser 2 ou 3. Non. Pour être sûr de ne pas être embêtés, leurs antennes doivent être plus haut que la ligne de Kármán, qui est généralement considérée comme la frontière entre la Terre et l'espace. Donc, retour à l'idée des satellites. On sait qu'ils doivent être au moins à 100 km de la surface, mais ils ne doivent pas non plus être trop loin pour permettre au signal de faire rapidement l'aller-retour. Et surtout, les satellites se déplaceront rapidement. Comment faire pour éviter de perdre le réseau si l'appel dure tellement longtemps que le satellite qui a récupéré notre appel s'éloigne trop ou même disparaît de l'autre côté du globe? Et c'est là que Peterson, Bertiker et Leopold ont vraiment été forts. Les téléphones par satellite existaient déjà, mais les services existants étaient loin de couvrir toute la Terre. Et surtout, quand vous passiez un appel, le signal atteignait un satellite qui le renvoyait à une dizaine de stations réparties un peu partout sur Terre qui allaient ensuite acheminer votre appel jusqu'au destinataire. Donc, il y avait quand même besoin de construire et de maintenir des trucs sur Terre. La solution du trio de Motorola était beaucoup plus élégante. Quand vous passiez un appel, le signal partait de votre téléphone, atteignait un satellite, puis voyageait de satellite à satellite avant de redescendre vers le téléphone du destinataire. Fini les antennes moches et les câbles gigantesques qui sortent de terre, tout se passe. Après quelques calculs, nos ingénieurs décident que pour couvrir toute la Terre, du désert de Gobi aux plaines du Pantanal et même aux 2 pôles, le nombre de satellites requis est 77. Super, il y a quand même un petit problème. On est en 88 et personne n'a jamais fabriqué, lancé et opéré une constellation avec autant de satellites. Donc il va bien falloir trouver un moyen de faire tout ça, mais commençons par le commencement. Quel sera le nom de ce magnifique projet ? On est 3 scientifiques au gros cerveau, on devrait trouver quelque chose d'assez classe. 77 satellites. Comment s'appelle le 77e élément dans le tableau périodique ? Iridium. Motorola donne son accord et la machine est lancée. Les financements sont débloqués, les brevets industriels sont rédigés et déposés, mais il manque un élément crucial à Iridium sans lequel le projet ne peut pas fonctionner, une bande de fréquences radio. Et il ne faut vraiment pas se tromper sur le choix de la fréquence radio. Les ondes à très basse fréquence ne peuvent pas transmettre beaucoup d'informations, mais peuvent pénétrer la plupart des matériaux, tandis qu'à l'autre bout du spectre, les ondes à extrêmement haute fréquence peuvent transporter énormément de données, mais leur portée est extrêmement faible et une simple goutte de pluie peut ralentir ou bloquer leur signal. Une plaque à induction utilise cette bande de fréquence, le Wi-Fi est plutôt vers ici, et Iridium voulait utiliser cette bande-là entre 1 et 2 GHz. Entre ces fréquences, le signal d'Iridium pourrait braver la pluie et les tempêtes, traverser des feuillages modérément denses et, surtout, recevoir le signal nécessiterait une antenne d'une vingtaine de centimètres. Pas le plus élégant, mais gérable. Donc Motorola débarque à une réunion de l'Union internationale des télécommunications, l'agence des Nations Unies qui s'occupe d'organiser les fréquences radio, et ils demandent leur petit bout de fréquence. Sauf que l'attribution d'une bande de fréquence pour être utilisée partout sur Terre requiert un vote unanime, et
c'est compliqué d'obtenir un vote unanime aux Nations Unies. Même quand ça considère des sujets tout ce qui est de plus banal, il y aura toujours 2 ou 3 pour voter contre. Motorola est vu comme le symbole de la domination industrielle américaine et leur demande vient directement menacer les intérêts de plein d'autres parties. Des pays comme la France utilisent ces fréquences pour des opérations de contre-espionnage, certains scientifiques l'utilisent pour l'observation spatiale et beaucoup d'opérateurs de télécom n'ont tout simplement pas envie que Motorola vienne leur piquer du business. Alors, commence la danse de Motorola avec les diplomates de chaque délégation. On leur offre les plus belles suites d'hôtels, on les invite à dîner et on n'oublie pas de les rassurer. Si vous donnez ce petit coup de pouce, si vous laissez Iridium avoir cette toute petite bande de fréquences radio, Motorola, les États-Unis d'Amérique ne vous oublieront pas. Et, miracle, au bout de plusieurs jours de négociations, ils arrivent à convaincre tout le monde, sauf la délégation du Pakistan. Maintenant, la définition d'un vote unanime pour ce genre de session signifie qu'aucune délégation ne doit s'opposer à une motion pour qu'elle soit votée. Donc ça reste jouable si le Pakistan vote pour ou même s'abstient. Motorola demande aux Pakistanais pourquoi ils veulent voter contre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les persuader, s'ils peuvent au moins s'abstenir. Mais les Pakistanais restent inflexibles et répondent toujours la même chose, nous ne sommes pas sûrs que cette motion soit dans l'intérêt du Pakistan. Arrive la dernière session de vote. Tout le monde finalise ses deals en urgence et Iridium n'a toujours pas ses fréquences. Il se fait tard, minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h. Les votes s'enchaînent quand arrive la motion qui intéresse Motorola et, surprise, elle passe. Les Pakistanais n'ont pas voté contre. D'ailleurs, ils n'ont pas voté du tout en fait. Ils s'étaient endormis. Eh ben, c'est l'heure de construire des fusées. Sur le papier, tout est prêt pour lancer la construction des satellites Iridium. Il leur manque juste l'argent. Pas de problème, Motorola a pensé à tout. Iridium serait une entreprise distincte de Motorola et on invitera des entreprises d'autres pays à y investir. Ça renforcera le message que Iridium est l'entreprise qui relie l'humanité à travers les frontières et ça nous donnera le capital nécessaire pour faire les satellites. Très bonne idée, mais pourquoi est-ce que ces pays investiraient dans une entreprise à la base américaine qui va piquer des clients aux opérateurs locaux sans créer aucun emploi en dehors des États-Unis d'Amérique? Et au-delà de l'aspect économique, ça reviendrait à dépendre d'une technologie américaine sans rien construire localement. Mais qui se ferait avoir par ça? Face à ces réactions plus que légitimes, Iridium va faire une erreur. Ils vont dénaturer leur concept. Si vous vous souvenez bien, on avait dit que la beauté dans l'architecture d'Iridium, c'était qu'il n'y avait pas besoin d'avoir d'infrastructure sur Terre. Tout passait par les satellites si on reste dans le réseau Iridium. À la rigueur, on pourrait avoir une seule station terrestre, un seul portail qui permettrait de relier le réseau satellite d'Iridium au réseau cellulaire standard pour pouvoir appeler quelqu'un qui n'utilise pas Iridium. Mais pour amadouer les investisseurs étrangers, Iridium leur dit « Non mais on s'était pas compris, pardon. Investir dans Iridium vous permettra de construire vos propres portails à travers le monde, embaucher localement, vendre vos propres téléphones, fixer les prix des appels dans votre région. » Comme ça, Iridium pensait s'être créé des lieutenants qui allaient s'occuper d'obtenir les licences, négocier avec les gouvernements à sa place, s'occuper du marketing local. Certes, ils avaient trahi leur design original, mais portail ou pas, l'essentiel c'est les satellites. Donc comment on fait pour les satellites? Du tout premier tracé au tout dernier écrou, la fabrication d'un satellite au standard de la NASA pouvait prendre jusqu'à 12 mois. Un seul satellite. Iridium devait en lancer des dizaines, donc clairement, il fallait changer de méthode de travail. Oubliez le fait de tester chaque satellite individuellement, on va tester le premier satellite qui sort de chaque chaîne de montage et s'il n'explose pas, on dira que les suivants sont OK. Parlons maintenant composants. L'armée et la NASA se fournissent en composants qui sont spécialement certifiés pour leur tolérance à radiation, ce qui augmente leur coût et leur délai de fabrication. Iridium se fournira en composants qui sont disponibles directement dans le commerce. Maintenant, quid des lanceurs? Les fameuses fusées qui vont emmener les satellites Iridium dans l'espace. Les Américains ont bien un lanceur qu'on pourrait utiliser, mais il est assez récent et sa réputation reste à faire. Vous savez quoi? Les Chinois et les Russes sont aussi actionnaires, donc on va répartir les lancements entre le gigantesque Proton soviétique, le Delta II américain et le Long March 2C chinois. Un bel exemple de collaboration. Et pendant quelques mois, tout se passe à merveille. Les satellites sortent régulièrement des lignes de production, les lancements à succès s'enchaînent et surtout, le concept fonctionne. Les satellites communiquent entre eux et se relaient correctement les signaux. Le design que Peterson, Bertiger et Leopold avaient gribouillé dans leur bureau en 87 vient de donner lieu à la plus grande constellation de satellites artificiels.
D'ailleurs, de temps en temps, selon leur position et leur angle, les antennes des satellites Iridium reflétaient la lumière du Soleil tellement fort qu'on pouvait la remarquer à l'œil nu depuis la Terre. Comme si pendant quelques secondes, le satellite nous disait « Coucou, je suis là ». Ça a dû ravir les fans d'astrophotographie et donner quelques surfroids de chasseurs d'ovnis. Aujourd'hui est le grand jour, Iridium va enfin ouvrir son service au public. Un des managers s'était amusé à coder un petit tableau de bord pour suivre combien d'appels ont été réalisés, quelle était la durée maximale, minimale, moyenne, combien les clients avaient dépensé. Le genre de petit projet qu'on fait quand on aime bien les chiffres. Donc ce manager était la petite célébrité du jour, tout le monde était dans son bureau à regarder impatiemment son écran, à attendre le lancement d'Iridium pour que les données arrivent et que le tableau se remplisse de jolis graphiques. Et l'heure du lancement arrive et il ne se passe rien. Le tableau reste vide. Bon, ça arrive. Les données sources étaient peut-être mal formatées, ou il restait peut-être des bugs à corriger, donc il commence à relire son code pour trouver ce qu'il a raté, et il se rend très vite compte que son tableau marche parfaitement. Le nombre d'appels passés est juste de 0. Personne n'utilise Iridium. C'est une surprise totale pour la presse et même pour beaucoup d'employés Iridium aux États-Unis, mais le top management était déjà au courant. Les sessions de test s'étaient très mal passées. La qualité audio était mauvaise, les appels coupaient souvent, les testeurs s'étaient plaints que les téléphones étaient moches ou trop lourds, et pour couronner le tout, appeler via Iridium coûtait plus cher à la minute qu'un appel avec un téléphone cellulaire. Donc la clientèle cible d'Iridium, les riches qui se baladent en yacht dans le Pacifique ou qui sont constamment en jet privé, ne sont juste pas convaincus. Et à ça s'ajoutent des guerres politiques internes. Vous vous souvenez des investisseurs étrangers? Ceux qu'on avait convaincus d'investir en échange de pouvoir ouvrir leurs propres stations en Inde, en Corée, en Russie, etc. Iridium a tellement regretté ce move. Évidemment que coordonner 15 nationalités et cultures différentes allait être compliqué, mais surtout, certaines stations n'étaient toujours pas construites ou refusaient de payer pour leur propre marketing et, bien sûr, personne n'était d'accord sur quelle stratégie de pricing adopter. Bref, au fur et à mesure que les semaines passent, le réseau devient petit à petit plus stable et commence à tenir ses promesses d'offrir du réseau dans les coins les plus reculés, au point de convaincre quelques dizaines de milliers de clients de s'abonner. Malheureusement, parmi cette clientèle se trouvent aussi beaucoup d'indésirables. Iridium sera notamment utilisé par des organisations terroristes au Moyen-Orient ou quelques milices tchétchènes ou encore des deux côtés de la guerre civile angolaise. Donc, en plus de tous ces soucis, Iridium a maintenant aussi un problème d'image. Et mois après mois, les problèmes s'accumulent. Le nombre de clients n'augmente pas assez vite, les différents investisseurs s'écharpent, le FBI se ramène même pour essayer d'espionner les appels et les factures continuent de s'entasser l'une après l'autre jusqu'à ce que l'impensable se produise. 9 mois seulement après son lancement, Iridium déclare faillite. La presse démolit Iridium. Ils sont tournés au ridicule. Déjà que vouloir faire de la téléphonie satellite alors que tout le monde développait la téléphonie cellulaire faisait d'Iridium le gamin un petit peu bizarre qui joue tout seul dans la cour. Alors, faire faillite en moins d'un an, ça a donné toutes les munitions à leurs détracteurs. Dans un élan d'inspiration un petit peu méchant, certains vont même commencer à appeler leurs employés les Iridios. Et Motorola, le papa d'Iridium, va les lâcher sur la scène publique et commencer à promouvoir principalement ses propres modèles de téléphonie cellulaire pour tenter de résister à Alcatel, Nokia, Ericsson, les nouveaux cool kits de la téléphonie mobile. Un des moyens d'évaluer la santé d'une entreprise, c'est de regarder la courbe et le prix de son action. Si la courbe est parfaitement horizontale, si les chiffres indiquent 0, c'est que notre entreprise est en arrêt cardiaque. Iridium n'en est pas encore là. Parce qu'ils ont beau avoir foiré leur business plan, créé un micmac culturel incompréhensible, ruiné leur image suite à la qualité des appels pendant les premiers jours et aux clients peu recommandables, l'architecture technique, le cœur de la technologie d'Iridium est toujours une merveille d'ingénierie. Si on oublie tout ce qui se passe sur Terre, ce qui j'en conviens en fait beaucoup, Iridium fonctionne parfaitement. Donc oui, la boîte est en faillite, on n'a pas de clients, on n'a pas de réputation, on n'a pas de revenus, mais la constellation de satellites est toujours là. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer de tout sauver? Laissez-moi vous présenter Dan Colosi. Passionné d'aéronautique, il commence sa carrière chez General Electric avant de rejoindre tour à tour plusieurs compagnies aériennes jusqu'à atteindre le poste de président de la prestigieuse Pan Am Airlines, la plus grande compagnie aérienne américaine à l'international.
Après quelques autres missions, Dan Colucci profitait de sa retraite dans la banlieue huppée de Washington DC pour taquiner le green, enchaîner les dîners mondains et, comme tout socialite américain, prendre soin de ses investissements. Donc, quand les journaux titrent le trépas imminent d'Iridium, Dan Colucci achète quelques actions et organise un dîner avec un de ses voisins qui travaillait chez Motorola. Et le soir venu, ce même voisin lui raconte tous les déboires d'Iridium, tout ce qui n'était pas encore parvenu à la presse. Problèmes de production de téléphone, guerre culturelle, le micmac administratif, la technologie complexe, le coût pharaonique pour maintenir le système en marche, la totale. Mais alors qu'ils sont appelés pour dîner, il glisse à Colucci que, comme Motorola cherche à se débarrasser d'Iridium, il pourrait se laisser convaincre par une offre en dessous du marché. Intéressant. Et surtout, Colucci était, comme beaucoup, fasciné par Iridium et pensait que l'abandonner serait un immense gâchis. Sauf que voilà, il n'a pas les moyens nécessaires pour acheter Iridium. Il est certainement plus riche que vous et moi réunis, le monsieur pèse des millions, mais même s'ils sont en faillite, Iridium paye 45 millions par mois à Motorola, rien que pour opérer et maintenir les satellites. Et justement, parlons de Motorola. On est très loin du Motorola qui voulait innover et prendre le monde par surprise. Suite à l'échec du business Iridium, ils avaient envie de définitivement tourner la page. Et par tourner la page, cela signifie tout détruire. Les satellites déjà en orbite, poubelle. Les satellites de réserve qui dorment encore à l'usine, poubelle. Le centre d'opération qui gère tout, poubelle. Le raisonnement de Motorola est que, en tant que fabricant de satellites, s'il venait à vendre la constellation et que les nouveaux acheteurs faisaient n'importe quoi, si un satellite s'écrasait sur Terre et tuait quelqu'un, Motorola pourrait être poursuivi en justice. Alors quand Dan Colucci demande à racheter Iridium, Motorola lui dit OK, mais uniquement si tu nous montres un contrat d'assurance qui dit clairement que l'assureur prendra en charge toutes les éventuelles poursuites liées au satellite. Dan n'a ni l'argent pour acheter l'entreprise, ni les moyens de se payer ce qui semble être le contrat d'assurance le plus cher de l'histoire. Donc avant de gaspiller son temps et sa réputation, il décide de se poser et voir si Iridium pouvait vraiment être rentable. Il commence par redéfinir le marché. Et là, il se rend compte d'un truc. Évidemment que la clientèle d'Iridium, c'était pas les businessmen en jet privé ou en yacht. La vraie cible d'Iridium sont ceux et celles qui sont constamment loin des infrastructures cellulaires. Les flottes de marine marchande, les exploitations pétrolières, les mines situées dans des territoires reculés. Iridium n'était pas un téléphone comme les autres. Il n'était pas destiné à servir de réveil ou à commander des pizzas. C'était un outil de travail, un fil d'Ariane pour ceux qui n'avaient pas d'alternative. Le pitch est bon, et Dan va s'en servir pour lever les fonds nécessaires au sauvetage d'Iridium. Il arrive à convaincre Boeing et d'autres conglomérats des télécoms de remettre une pièce. Résultat des courses, il ne manque que 30 millions de dollars pour finaliser le rachat d'Iridium. Et comme Dan a fait 3 fois le tour de son carnet d'adresses et qu'il en a marre de se faire accrocher au nez, il admet la réalité des choses, il ravale sa fierté et il retourne voir Motorola pour leur dire « Vous auriez pas 30 millions à prêter ?» Après beaucoup de négociations et de disputes avec Motorola, Dan a son argent. Il présente son dossier au juge qui s'occupait de la liquidation et il remporte l'enchère. Les satellites allaient enfin lui appartenir et il pourrait relancer Iridium proprement. Sauf que il venait d'apprendre que Motorola venait de le poignarder dans le dos. Après avoir accepté de prêter 30 millions à Dan, les avocats de Motorola avaient partagé l'info au CEO qui avait catégoriquement refusé. Et comme ils avaient encore techniquement le contrôle des satellites, le CEO leur a dit « C'est très simple, on crache tout avant que le juge nous force à exécuter la vente. » Dan est désemparé. La constellation pour laquelle il avait sacrifié les premières années de sa retraite, pour laquelle il s'était tant battu, allait finir en tas de ferrailles au fond du Pacifique. Il ne lui restait qu'un seul recours. Bien sûr que le gouvernement américain pouvait sauver Iridium, mais les États-Unis viennent de passer les 50 dernières années à dire à tout le monde que le capitalisme est le système économique le plus efficace et que le gouvernement doit s'impliquer le moins possible dans les affaires du privé. Demander au Pentagone de sauver l'entreprise en faillite, pour intervenir de manière légitime, le Pentagone a besoin d'arguments en béton. Donc, ils organisent une réunion avec le secrétaire de la défense américain, Motorola et Dan Colucci. Et Dan va leur dire « Écoutez, c'est très simple. Oui, le risque zéro n'existe pas. Si Motorola sort les satellites de leur orbite et que les satellites s'écrasent sur une ville, c'est une catastrophe. Par contre, si on garde la constellation en place, l'armée américaine, qui est probablement en train de mener en ce moment même des opérations dans des déserts reculés ou au fin fond de la jungle sans moyen simple de communiquer avec leur état-major, pourrait en bénéficier plus que n'importe qui. » Forcément, Motorola objecte, ça se transforme en bataille verbale, mais le secrétaire de la défense américain tape du poing et s'adresse directement aux avocats de Motorola. Vous allez dire à votre CEO que s'il détruit ne serait-ce qu'un seul satellite, il peut dire adieu à tous ses contrats avec le Pentagone.
Dan Colossier ressort victorieux de sa réunion. Le Pentagone avait non seulement empêché la destruction des satellites, mais il avait aussi passé commande pour des milliers de téléphones et 2 ans de service. Quelques mois plus tard, Motorola transfère enfin le contrôle des satellites. Iridium est sauvé, et cette fois-ci, il n'allait pas se rater. 25 ans plus tard, Iridium existe encore et il est plus utilisé que jamais. Aux ceintures des secouristes après une catastrophe naturelle ou en zone de guerre, dans l'inventaire des commandos d'intervention d'élite, dans le sac à dos d'explorateurs, de scientifiques ou de randonneurs particulièrement précautionneux pour suivre les trajectoires des baleines ou repérer des groupes d'oiseaux en danger, et puis sur des bateaux, des avions, etc. Vous n'en aurez peut-être jamais besoin, mais au cas où, sachez que, où que vous soyez, si vous arrivez à voir le ciel, Iridium sera là. We invite you to share that vision with us, the vision of Iridium.